La vigne en Île-de-France ou l'art de la polyculture intensive, c'est pour rompre avec cette idée que l'on a, à la lumière de ce que l'on voit aujourd'hui, où les vignerons cultivent de la vigne et quasiment uniquement de la vigne. Mais si vous avez aujourd'hui la chance de rencontrer des vignerons de quasiment toutes les régions viticoles de France, ils vous raconteront que eux-mêmes, s'ils sont âgés, leurs parents ou leurs grands-parents, ont fait autre chose dans les vignes que de cultiver de la vigne et de faire du vin. Donc c'est un peu ce que je vais vous raconter pour l'Île-de-France. Mais il faut un marché. Le vigneron, aujourd'hui comme hier, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle ou même au Moyen-Âge, il faisait du vin pour le vendre. Donc il lui fallait un marché, un débouché, un centre de consommation important. En Île-de-France, le centre le plus important, évidemment, c'est Paris. Et vous le verrez sur les cartes, le vin, pour arriver à Paris, soit vous aviez une voie fluviale et vous étiez à peu près sûr que votre vin arrivait dans la capitale sans encombre, soit vous aviez une route, et si elle était bonne, ben, les tonneaux, les barriques pouvaient arriver. Si elle n'était pas bonne, votre tonneau, il n'arrivait pas à Paris. Donc, vous allez voir que les vignobles sont concentrés le long des voies d'eau, mais pas uniquement. S'il y a une petite ville, ça peut le faire aussi, et pas uniquement. Donc, des routes ou des voies d'eau vers le marché. Alors, les voies d'eau, ça peut être des voies d'eau secondaires, mais c'est la Seine, la Marne, l'Yonne. Des sources d'approvisionnement en bois. Il ne vous a pas échappé que le vin, il a besoin d'être mis dans des tonneaux, il faut des cuviers, il faut des pressoirs, on a besoin de beaucoup de bois. On le verra tout à l'heure sur des photos, les pieds étaient échalassés, donc il faut beaucoup d'échalas, beaucoup de bois. Donc il n'y a pas de vignoble s'il n'y a pas une forêt à proximité, et chaque vigneron a souvent un petit bois où il peut couper le bois dont il a besoin. De la main-d'œuvre, évidemment, un vigneron pour faire le vin, mais pas uniquement. Michel Fliponneau, qui est un géographe qui a fait une thèse dans les années 1960, comparait les villages vignerons à des démocraties paysannes, parce que là où vous avez de la vigne, vous avez des gens. Si vous avez une carte démographique de l'Île-de-France au XVIIe ou au XVIIIe siècle, vous êtes à peu près sûr que là où il y a des gens, il y a de la vigne. Là où il n'y a pas de vigne, il n'y a pas de gens, c'est-à-dire que là où vous avez des territoires de grandes fermes, là où on a inventé le capitalisme agraire, c'est souvent des déserts humains. C'est une généralité, mais ça marche quand même bien souvent. De la main-d'œuvre, c'est une famille, hein, c'est le vigneron, sa femme, ses enfants. Une famille peut vivre avec moins d'1 hectare de vigne à l'époque moderne. Donc un vigneron, il cultive 2-3 hectares, puisqu'il ne cultive pas tout en vigne. Des cépages et des techniques adaptées, on en parlera peut-être aujourd'hui. Donc il y a une histoire des cépages du Moyen-Âge à nos jours, avec une problématique majeure pour l'Île-de-France, c'est qu'il faut avoir des cépages hâtifs, mais pas trop hâtifs, parce qu'on craint le gel au printemps, avant les seins de glace, hein, c'est pour ça qu'on ne plante pas les haricots trop tôt, mais puis on l'a vu récemment, donc le gel c'est problématique. Mais il faut des cépages hâtifs qui mûrissent très tôt, parce qu'on a souvent en Île-de-France des fins d'été un peu pourries. Donc le problème de l'Île-de-France, pour faire du bon vin, c'est le problème de la maturité du raisin. Si on ne veut pas avoir des vins qui vous restent là, vous savez, il y a trop d'acide tartrique et le vin, vous le sentez quand vous le buvez. Des cépages, un outillage, un savoir-faire. On le verra dans la deuxième présentation que je ferai. Les vignerons ont un outillage très particulier, quelques outils, la houe, le hoyo, la besoche, mais on verra ça tout à l'heure. Un pressoir, alors ça peut avoir l'air bête de dire un pressoir, mais quand vous avez la liste du matériel d'un vigneron au XVIIe ou au XVIIIe siècle, c'est très rare de trouver un pressoir. Alors il y avait des pressoirs banaux dans les villages, mais peu de vignerons avaient des pressoirs. Ce qui explique aussi que le vin, c'était du vin, on avait du vin de la mergoute, hein, donc on ne pressait pas systématiquement, en tout cas dans les maisons, les vendanges, et parfois on apportait les mous à presser au pressoir banal. Il y a de la vigne quasiment partout en Île-de-France, on en plante dans les plaines, dans la plaine de Saint-Denis, à la Courneuve. Alors, on a des actes du XIIe, XIIIe siècle qui expliquent qu'on plante la vigne dans des zones, même quelquefois des zones de sable, pas du tout dans des coteaux. On en plante absolument partout. On écarte les forêts. On trouve des traces dans la microtoponymie de lieux-dits qui nous attestent de la présence de la vigne. À Saint-Denis, par exemple, on installe à peu près autour de 1200 une soixantaine de cultivateurs. Alors on n'appelle pas ça des vignerons à ce moment-là. On leur demande, pour les installer, de planter 1 hectare de vigne chacun, ce qu'ils font. À part dans les clos des abbayes,
où on peut imaginer que dans les clos, les vignes restent souvent très très longtemps, la vigne entre dans un système de rotation de culture et où tous les 25 ou 30 ans, on arrache la vigne pour la planter, on l'arrache, on la plante ailleurs. Quand vous avez la chance d'avoir des plants terriers au XVIIe ou au XVIIIe siècle qui vous montrent deux états du territoire à 20 ou 30 ans d'intervalle, si vous superposez les deux cartes, vous voyez qu'il y a des zones où il y avait de la vigne aux deux moments, mais il y a énormément de zones où la vigne a changé de place. Alors quelquefois, quand on a des statistiques, on a exactement la même surface en vigne ou des surfaces qui évoluent. Je pense par exemple à un village comme Groslay où il y avait 200-250 hectares de vignes au XVIIIe siècle, mais si la quantité reste, le nombre d'hectares reste le même, les emplacements peuvent différer et ça n'arrive pas très très souvent qu'on puisse comparer comme ça, mais j'ai pu le faire dans plusieurs villages. Et on voit que la vigne donc, entre dans un système de rotation de culture. C'est pour ça que le vigneron, s'il a une exploitation de 2 ou 3 hectares, il n'en a que la moitié ou un tiers en vigne. Comme ça, il peut de temps en temps changer sa vigne de place. L'extension de la culture de la vigne dépend du prix du vin et de celle du blé. On parle souvent du déclin de la viticulture au XIXe siècle, sans savoir que le nombre d'hectares, les surfaces cultivées en vigne au cours de l'histoire ont tout le temps fluctué. La diminution du nombre des hectares de vignes n'a pas... Cette diminution ou les fluctuations sont constantes. J'ai pu étudier pour les Annonciades de Saint-Denis, par exemple, sur 2 siècles, les cultures qu'elles avaient, toutes les terres qu'elles avaient en vigne et en céréales. Et si on compare les surfaces cultivées en blé ou en vigne à celles des mercuriales des prix, on s'aperçoit qu'à chaque fois que le prix du vin est très élevé, elles plantent de la vigne, et dès que le prix du vin, les cours du vin s'affaissent, elles arrachent la vigne et elles plantent du blé. Et souvent, c'est un système de vase communicant, le prix du blé et le prix du vin. C'est-à-dire que quand le prix du vin est très bas, le prix du blé est assez haut. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y avait quand même des gens, les Annonciades, c'est des couvents, ce sont des religieuses, mais ils avaient conscience du marché, de leurs intérêts, et ils cultivaient ce qui se vendait. Et le vigneron, il fait la même chose. C'est-à-dire que si à un moment donné, le vigneron peut aussi cultiver du blé, si le prix du vin est très bas, il est obligé de cultiver autre chose. Donc à la fin du XVIIIe siècle, le vignoble d'Île-de-France dépasse 47 000 hectares. D'après le cadastre de Berthier de Sauvigny, je crois que c'est 47 800 et quelques. C'est le plus important de France. Pourquoi? Parce que Paris est la capitale. À la fin du XVIIIe siècle, dans les années 1760-70, elle a à peu près 800 000 ou 900 000 habitants, avant que ça s'effondre un peu à la fin du XVIIIe siècle. Et durant tout le XIXe siècle, les vignes, la surface cultivée en vigne va diminuer pour être à peu près de 15 000 hectares en 1895, et même avant le phylloxéra, donc les surfaces ont été divisées par 3 ou par 4, et le phénomène est constant au cours du 19e siècle, parce que c'est bien plus intéressant de cultiver autre chose que de la vigne. Je vais vous montrer des cartes. C'est bien d'être... Alors, le vignoble en Île-de-France. Alors, j'ai fait ça en 2000 avec un vieux logiciel de cartographie, je suis désolé, mais... Donc, je crois qu'il y a 1500 paroisses en Île-de-France, 1600 paroisses. On a, à la fin du XVIIIe siècle, toutes les surfaces cultivées en vigne, avec les plus gros vignobles qui sont... alors, Paris, c'est vrai, Paris est là, vous ne le voyez pas. Hop. Là, c'est Montreuil, Fontenay-sous-Bois, des gros vignobles, Argenteuil, Cormeilles, Andrézy, Triel. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure sur les vignobles qui sont assez souvent organisés le long des voies d'eau, en voici une preuve. Par contre, vous avez des vignobles qui sont loin des voies d'eau, notamment dans la Brie. Alors, là où il n'y a pas de vigne, souvent, vous aurez une carte derrière où il y a des forêts. Vous verrez, il n'y a pas de vigne parce qu'il y a des grands massifs forestiers. Vous avez la forêt de Fontainebleau, par exemple, ici. Mais là, vous avez vous avez Thomery, vous avez Moret, Venelay-Sablon. Vous avez, là où vous n'avez pas de vignes, vous avez des forêts ou des prairies, beaucoup de prairies. La plupart des vignobles approvisionnent Paris, mais pas uniquement. Par exemple, vous avez le vignoble de Dourdan ici, mais qui approvisionne les terres céréalières, ici du Gâtinais. Vous avez la même chose dans la Brie. Vous avez de nombreux petits vignobles qui approvisionnent les fermes pour les moissons, parce que si vous voulez des équipes de moissonneurs rentables au XVIIIe siècle, mais c'est aussi valable pour un Fort des Halles à Paris, s'il n'a pas sa ration de vin, il ne bosse pas.
On va passer à la carte suivante. Alors ça, c'est une carte un peu différente. Vous avez en violet les vignobles les plus importants à la fin du XVIIIe siècle, encerclés de rouge ou de vert, en rouge les productions fruitières et en vert les productions légumières. Et vous voyez que la plupart des productions fruitières et légumières autour de Paris se font dans des régions de vignobles. C'est pour introduire à la polyculture, parce que le vigneron, alors je dis souvent pour un peu, j'allais dire, provoquer le débat, la définition du vigneron, c'est un cultivateur qui a une vache. Ça, c'est juste pour provoquer le débat. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du vigneron et de sa vache, ou de la vigneronne et de sa vache, mais je vais vous parler plutôt de tout ce que le vigneron fait d'autre que la vigne. Donc ici, vous avez une introduction faite que dans les zones viticoles, le vigneron produit bien autre chose que de la vigne pour faire du vin, puisque dans les vignes, il y a autre chose que dans les vignes, il y a beaucoup d'autres choses que de la vigne. Il y a des arbres fruitiers, et puis dans les jeunes vignes, ils cultivent autre chose. On va passer à la suivante. Merci. Donc, des fruits dans les vignes. Florent Kellier, qui a fait sa thèse sur les campagnes dans la vallée de Montmorency, montre très bien, avec une série de plusieurs centaines de baux de vignes, que dans la plupart des parcelles, il y a un arbre. Et quand on fait un peu d'ethnographie auprès des arboriculteurs ou des vignerons, en tout cas des cultivateurs, beaucoup se rappellent que dans quasiment toutes les parcelles, il y avait un arbre, et que si la vigne gelait, le produit de l'arbre souvent servait à payer le bail. Et donc, si par malchance on perdait sa récolte, ce qui peut aujourd'hui arriver à de nombreux vignerons, ils avaient toujours quelque chose pour sauver le coup, au moins payer le fermage. C'est l'adage des paysans, vous verrez, qui est vraiment très très fort si on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc, je vous le disais, des fruits et des légumes dans les jeunes vignes. Donc à Montreuil, j'ai inversé, à Montreuil, dès le début du XVIIe siècle, on trouve mention de violettes ou de fraisiers dans les vignes, fraise qui a besoin d'être beaucoup arrosée. Dans l'ouest parisien, on a très très souvent des touffes de petits pois qui sont vendus en verre dans les jeunes vignes ou même dans les vignes, entre les ados qui sont dans les vignes. Et vous trouvez aussi dans le nord, notamment dans le Vexin, de nombreuses touffes d'orge plantées dans les vignes, l'orge étant mangée sous forme de bouillie par les vignerons. Énormément de plantes sont cultivées comme ça, dans les jeunes vignes ou entre les pieds de vigne. Je vous montrerai des photos cet après-midi. Il y a aussi la complantation de vignes et asperges. À partir du début du XVIIe siècle, on voit, notamment dans les plans terriers et dans les déclarations terriers, des mentions de terres en vignes et asperges. C'est quelque chose qui se généralise au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle. Alors, soit des rangs de vignes et des rangées d'asperges entre des rangs de vignes, soit des pieds d'asperges entre des pieds de vignes. Et après, ça va se développer avec du cassis dans les vignes, des vignes et des figuiers, notamment à Argenteuil, et des vignes et des lys au début du XXe siècle. Et si on essaie de trouver un cadre général à ça, les vignerons sont les spécialistes de la plante en touffe. Toutes les plantes que je vous ai citées, et d'autres, les framboisiers, les pivoines, sont des plantes qui poussent en touffe. Donc, et l'arrivée des plantes américaines au cours du XVIIe siècle et puis du XVIIIe siècle. Donc évidemment, les plantes, pas la fraise et la violette qui étaient des plantes commerciales, les pois aussi étaient des plantes commerciales, l'orge était une plante alimentaire, une plante vivrière, le haricot est introduit au milieu du XVIIe siècle par les vignerons en Île-de-France, dans différentes variétés, qu'on trouve cultivées dans les jeunes vignes ou dans les vignes, parfois aussi des parcelles entières de haricots. La pomme de terre, au tout début du XXe siècle, est une plante commerciale. On la trouve dès le XVIIIe siècle sous le terme de truffe blanche chez les vignerons, notamment à Montreuil. Et la pomme de terre est cultivée dès les années 1740-1750 à Aubervilliers, à Montreuil, à Fontenay-sous-Bois, mais elle sert à nourrir les vaches. Et c'est simplement à partir de 1791-92, lorsqu'il n'y aura plus aucun blé à manger, que la pomme de terre sera consommée par les hommes. Et
au XIXe siècle, la culture s'en développera énormément. Et donc avec l'introduction de ces deux plantes, une culture de haricots, le haricot au XVIIe siècle, puis les pommes de terre au XVIIIe, mais surtout au XIXe siècle, il n'y aura plus du tout de disette et de famine en Île-de-France à partir de ce moment-là. C'est assez simple. Si vous faites une culture de pommes de terre hâtive, si vous avez un coteau bien exposé, on a trouvé ces mentions à Vauréal, notamment près de Pontoise. Il y avait des coteaux très très exposés où c'est de la pomme de terre primeur, de la pomme de terre qui poussait en 80-90 jours. Bien, derrière une pomme de terre primeur, il pouvait faire un haricot tardif. Tout ça dans une parcelle qui avait des vignes. Donc vous imaginez bien que si vous loupiez vos haricots, vous aviez la pomme de terre. Si les vignes étaient gelées, vous pouviez quand même cultiver des haricots, des pommes de terre. Donc grâce à tout ça, il y a une sorte de sécurité alimentaire, mais aussi une sécurité des exploitations agricoles qui s'installent. Vous le voyez, au cours des siècles, les vignerons ont ajouté des plantes. L'expression, ils ne mettaient pas tous leurs œufs dans le même panier. S'ils avaient un cerisier, ils avaient une production de fruits au printemps. S'ils avaient un pommier, ils avaient une production de fruits à l'automne. Et puis, des cultures de légumes et toutes les plantes en touffe. Ils se faisaient des essais, puis après, ça se généralisait autour chez les autres. Donc avant 1860, le vigneron vend son vin, mange son orge, ses haricots, son métail. Métail, c'est un mélange de froment et de seigle, ses fèves, et il peut vendre ses excédents, ce qui arrive très souvent. Il boit du râpé, une boisson. Donc le râpé, vous savez, c'est de l'eau qui est repassée sur les mous. C'est pas très très bon, quelquefois il est repassé même 2 fois. Après 1860, c'est un peu un tournant, 1850-60, on arrache beaucoup de vignes et on plante des arbres à certains endroits où les cultures de pommes de terre se développent énormément. Après Phylloxéra, donc à la fin vraiment du 19e siècle, début du 20e, il arrache ses vignes, il replante parfois, mais simplement pour son plaisir, parce que il ne va pas en planter beaucoup. Tout à l'heure, je vous le disais, il reste 15 000 hectares. On pourrait affiner, mais c'est à peu près ça. Ce qui est assez intéressant, c'est que si la surface en vigne diminue, le nombre de vignerons ne diminue pas, parce que le vigneron continue à planter de la vigne et à cultiver de la vigne, non plus pour vendre son vin, mais uniquement pour son plaisir. Ça devient le premier loisir paysan. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au tournant du siècle, il y a un inversement. Les cultures qui étaient commerciales la culture commerciale, c'était principalement le vin, et ça devient un loisir. Et par contre, toutes les cultures vivrières deviennent des cultures commerciales. Donc le monde vigneron, le monde économique, son univers change énormément. Et donc là, vous voyez, dans les années 1930, une culture de vigne dans un jardin à Pierrefitte, où c'est le loisir des paysans. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec des vieux agriculteurs qui nous racontaient que leurs grands-parents, dans les années 1890-1900, au moment où eux étaient dans les travaux des champs, étaient en train de récolter des pommes et des poires, leurs grands-parents, eux, s'amusaient à mouiller leurs tonneaux, à aller récolter leurs quelques centaines de kilos de raisins pour faire 2 pièces de vin, alors que c'était le plein boom, et c'était vraiment leur plaisir. Et à ce moment-là, les cultivateurs, notamment à Argenteuil, mais pas uniquement, se sont mis à organiser des concours de vin, mais c'était des concours d'amateurs. Ils présentaient leur vin, ils le comparaient, ils en faisaient plus qu'une pièce ou deux, alors que quand c'était leur culture commerciale, ils faisaient 100 pièces ou 200 pièces de vin. Voilà.